interagir avec les programmes de Radio Taxi FM 93.1 FM. Lomé au Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. À la gare routière de l'information Saint-Éric Gator. La gare routière de l'information. Très heureux de vous retrouver. Avec toutes ces équipes se retrouvent en plateau. Je poserai la question à mes confrères en studio. Décryptage, analyse. Ça va être pire demain. Débat. L'ascension est méritée. Ce qui reste pour un pays, pour un peuple, c'est son histoire. Sont au rendez-vous de l'actualité de la cité. La gare routière de l'information, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. À très bientôt, au revoir. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue. Heureux de vous avoir encore avec nous ce matin pour analyser et commenter les grands sujets de l'actualité socio-politique et économique de notre cher pays, le Togo. Dans notre taxi à la gare routière de l'information ce mardi, Ambroise Ponjo, Jacques Diakouti et Joseph Gada. Nous allons parler, bien entendu, de l'économie et de la dette publique ce matin, pas forcément à la manière des financiers, des économistes, mais en tant que des journalistes qui s'interrogent tout simplement. Une rencontre de haut niveau s'est ouverte à Lomé depuis hier, elle s'achève demain. Alors, pourquoi nos pays sont-ils obligés de s'endetter? Pourquoi empruntons-nous de l'argent pour le développement ou pour la consommation? Voilà quelques questions que je poserai à mes confrères tout à l'heure. On parlera de la politique avec la 5e République. Quelle sera la suite aujourd'hui que nous sommes rentrés de plein pied dans cette 5e République? On va y revenir avec les confrères dans notre studio virtuel. À tout à l'heure. Taxi FM, la seule radio de débat, d'info et de sport. Merci pour votre fidélité à la radio et comme annoncé avec les confrères en studio. Bonjour Joseph Gada. Bonjour Eric et bonjour également aux fidèles auditeurs et auditrices de Taxi FM. Bonjour également à mes chers grands confrères Ambroise. Bonjour. le natif de Michintové. C'est bien de faire la précision quand même parce que... Ah oui, je pense que c'est important. Ah oui, c'est important parce que le nouveau président de la République vient de son canton. Donc, vraiment, à travers lui, une salutation cordiale au président de la République. Et bonjour également au président Diakouti, et l'homme du mariage, le pasteur du mariage. C'est exactement ça. Bonjour Ambroise Ponjo, merci de nous rejoindre. Oui, Eric, bonjour. Bonjour Joseph. Le temps et bonjour Jacques. Bonjour à nos amis techniciens que je n'ai plus vus, ça fait au moins plusieurs semaines, oui. Et que je verrai sûrement bientôt. Bien sûr, bien sûr. Bonjour Jacques Diakouti. Bonjour Eric, bonjour aux auditeurs auditrices de Taxi FM.
bonjour à Ambroise, bonjour à Joseph Gada. Et j'espère que ce sera le tour de presque toutes les villes du Togo d'avoir un président. Si ça a commencé à Michintové, ce qui veut dire que ça va faire le tour du Togo et ça va atteindre également un jour Joseph Gada. Aujourd'hui, c'est Ambroise qui est à la ville. Et espérons que très bientôt, les années à venir, nous on va y aller. Et puis, ça rejoindra peut-être une idée qui avait circulé il y a encore quelques années. Mais vous vous rappelez des proposants, ou des proposants qui parlaient d'une présidence tournante pour pouvoir régler le problème togolais. Vous vous rappelez? Très bien. Oui, en fait, c'est en ça que je voulais en venir. Tu as compris mon idée. Très bien. Alors, le délestage, on va le dire, ou les coupures intempestives de l'électricité à Lomé et à l'intérieur du pays ont repris ces derniers jours de plus belle. Est-ce que c'est mal parti là pour notre 5e République? Je donne d'abord la parole à Joseph. Non, je pense que le problème de l'électricité ne date pas de la 5e République ni de la 4e République. C'est un problème historique. Donc, je pense que ça aura des influences sur la 5e République. Non, je ne pense pas. L'essentiel, c'est que rapidement, tel que le gouvernement nous l'avait promis, que des solutions innovantes et des solutions soient concrètes quand même, soient trouvées le plus tôt possible. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans l'électricité. Avec tous les appareils électroniques que nous avons, on ne peut pas vivre sans l'électricité. Donc, même si le gouvernement avait fait des efforts par rapport aux infrastructures mises en place par des Kekeli et ces machins, mais qui n'a pas marché, je pense qu'aujourd'hui, on peut faire autrement. Et l'exemple du Burkina là avec la centrale photovoltaïque qui marche très bien. Je pense que c'est vrai qu'on l'a expérimenté à Blita. Je ne suis pas à Blita, je ne sais pas ce que c'est, mais je pense qu'aujourd'hui dans la capitale, comme dans de nombreuses capitales, c'est l'énergie photovoltaïque qui est prisée aujourd'hui. Donc je pense que tôt ou tard, il faut qu'on en arrive là avec cette chaleur que nous avons jusqu'à 35 degrés, 40 degrés. Je pense que c'est largement suffisant pour qu'on puisse avoir de l'électricité domestique. Donc, je pense que ce qui est encourageant, c'est que peut-être que, comme vous l'avez déjà si bien dit, avec la 5e République, c'est de faire à ce que l'énergie soit plus, l'énergie solaire soit plus prisée que l'énergie hydroélectrique. Parce que souvent, l'énergie hydroélectrique dans les grandes villes, c'est pour les industries, c'est pour les grandes entreprises. Et l'énergie solaire, c'est pour l'usage domestique. Donc, je pense qu'il faut commencer par réfléchir là-dessus, quoi. Oui, c'est vraiment important quand même d'évoquer le sujet. Oui, Ambroise Pondio, sûrement que ces derniers jours, vous n'avez pas subi, vous, la foudre de la CVT, hein? La question des coupures d'électricité récurrentes, ces 2 semaines ont été relativement réduites. Mais la question demeure, puisque Joseph vient de le dire, que c'est une question qui ne date pas d'aujourd'hui, jusqu'à ce que, à une certaine période de la vie de cette structure fournisseur ou fournisseuse d'énergie, elle a eu à changer de main, tomber dans l'escarcelle des privés avant de revenir à l'État dans un régime un peu plus parapublic, à gestion autonome. Et donc, un petit pays de 8 millions d'habitants qui n'arrive pas à subvenir aux besoins énergétiques primaires de ces populations demeure une problématique difficile à répondre ou à comprendre. Et la question des gaz pour recharger telle turbine et alimenter la ville en énergie
se pose aussi, s'est posée il y a de cela 1 an. Et ensuite, la question de la disponibilité même des mégawatts que la CET achète de part et d'autre, que ce soit au niveau du Nigeria, au niveau de la Vera, c'est-à-dire de la Volta-Régine, au Ghana à côté, ou au niveau de la Côte d'Ivoire, aussi se pose tant lorsque nous sommes en saison de soudure, c'est-à-dire entre les mois de décembre, novembre, décembre, janvier, février, ça c'est la période de soudure où l'énergie hydraulique pose problème, alors que c'est cette énergie que nous achetons souvent chez nos voisins immédiats et un peu lointains, qui sont comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire et notre voisin immédiat qui est le Ghana, mais aussi les énergies fabriquées par le Togo lui-même, je parle bien du contour global, à coût des centaines de milliards, mais qui n'arrive toujours pas à résorber ou à résoudre les problèmes que nous avons d'abord dans le Grand Lomé, une petite ville de 2 millions d'habitants qui ne fait même pas le 10e de la ville de Lagos. Et donc, nous avons des sérieux problèmes de gouvernance. Ça pose un sérieux problème de gouvernance et lié à la fameuse 5e République. Et là, nous tombons des nuits parce que il nous avait été prophétisé et ressassé dans les oreilles à longueur de jours et de semaines à l'orée de la modification de la Constitution ou de changement de Constitution qui a amené la 5e République, qu'avec la 5e République, nous serons sur une autre planète. C'est-à-dire que les Togolais sauront désormais qu'il y a le soleil, et le soleil ne s'éteindra jamais. Il y aura du lait et du miel dans les maisons. Il y aura beaucoup à manger 3 à 4 fois par jour, ce qui veut dire qu'il y aura l'électricité à gogo. Il y aura aussi des chemins de fer, des routes, des autoroutes. Il y aura des échangeurs. Il y aura de grands hôpitaux qui satisfassent un tant soit peu de nombreux Togolais qui sont malades. Et banalement, ça fait 1 an que cette République est lancée et qu'elle a été consacrée il y a de cela quelques jours, quelques semaines. Et voilà, nous sommes toujours aux antipodes. Et je crains même que nous retournions encore en arrière avec certaines rumeurs qui annoncent l'augmentation des tarifs de l'électricité, ce qui serait suicidaire pour l'État togolais et pour la société, parce que les consommateurs ne vont jamais accepter ça et risquent de le faire savoir. Alors, nous savons, excusez-moi, Ambroise Koundou, c'est vrai que cette information, on l'a écoutée un petit peu aussi hier, mais ça reste à l'étape des rumeurs, que, en tout cas, la situation aujourd'hui, j'ai l'outil de la CET, dans la fourniture de l'énergie électrique, aujourd'hui, on le sait, hein, cette situation, elle est alarmante, sérieusement. Mais le pays, selon plusieurs informations, doit y faire face. Est-ce que les Togolais pourront être à même, n'est-ce pas, d'accepter aujourd'hui une quelconque augmentation du prix du kilowattheure aujourd'hui? Bon, vous savez, Eric, quand on parle de l'énergie, et surtout quand on parle de l'électricité, il faut souvent voyager pour comprendre un peu ce qui se passe. Je ne suis pas en train de dédouaner nos dirigeants, mais l'énergie souvent, comme Ambroise le disait tout à l'heure, c'est souvent l'eau qui permet à ce que les turbines puissent tourner. Et quand vous prenez aujourd'hui l'aspect pluviométrique de notre pays, même dans la sous-région, il ne pleut pas. Et il est un peu difficile que ces barrages hydroélectriques que disposent par exemple ces pays dont il venait de citer, parlant de la Côte d'Ivoire, parlant du Ghana et parlant du Nigeria, vous voyez que c'est un gap, un manque effectivement à gagner au niveau également de ces pays. Comme je l'ai dit, il faut aller dans certains pays. Vous allez remarquer que quand même, vous revenez chez vous. Je ne vais pas citer les pays aujourd'hui qui souffrent plus que le Togo, parce que j'en connais, j'ai vu, mais quand vous revenez quand même au Togo, on sent que nos dirigeants sont en train de faire quand même des efforts au niveau de la fourniture de l'électricité dans notre pays. Ça,
il faut être honnête de le dire, il faut le reconnaître. Parce que vous allez dans certains pays, Eric, je vous dis, la plupart des hôtels que vous occupez, c'est comme si c'est des orchestres que vous avez au niveau des groupes électrogènes. C'est-à-dire que la plupart de ces hôtels, la plupart des maisons sont équipés des groupes électrogènes qui tournent à longueur de journée parce qu'il y a des coupures. Mais il faut remercier Dieu quand même que dans notre pays, il y a ces coupures, mais c'est des coupures quand même qui ne durent pas, qui ne prennent pas assez de temps. C'est vrai que ça endommage souvent les affaires économiques de notre pays, mais il faut quand même encourager l'État à faire des efforts. Je crois que Joseph a évoqué une question, un sujet important, parlant effectivement de l'énergie photovoltaïque. Je sais que l'État en a installé déjà, a commencé à le faire déjà à Dapaon. J'ai appris que ça va se faire également à Sokodé et ça s'est fait déjà également à Blita. Vous voyez qu'avec cette chaleur, avec l'énergie solaire, ça peut faire tourner effectivement l'énergie qui puisse combler le gap de ce manque d'énergie que nous avons. Donc, oui, c'est des efforts. Ce gap n'est toujours pas véritablement comblé à voir l'allure des choses. Mais en réalité, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore demander aux populations de serrer un peu plus encore la ceinture? Non, ce que je voulais dire, Eric, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous savez, en matière d'énergie, nul ne peut effectivement avoir à 100% la certitude que on peut en disposer ou bien on ne peut pas en disposer, sauf les dirigeants qui pourront le faire, parce que c'est eux qui font la provision et nous sommes là pour payer. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut faire par rapport à cette question que vous venez de poser tout à l'heure, vous avez dit, on a eu des rumeurs que c'est à l'étape d'abord des rumeurs, comme si on va encore augmenter le prix de l'électricité dans notre pays. C'est la responsabilité de l'État de communiquer. Pourquoi on va augmenter le prix de l'électricité? Est-ce que c'est parce que là où on achète de l'électricité, le prix a été augmenté? Parce que, Eric, nous savons que nous avons aujourd'hui dans notre pays ce que nous appelons quand même contrôle global. Nous avons également Kekeli et tout ça. Bon, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que prenant Kekeli et prenant également contrôle global, est-ce qu'il y a des difficultés au niveau de contrôle global? Est-ce qu'il y a des difficultés également au niveau de la centrale Kekeli, qui fait qu'aujourd'hui, l'État veut encore augmenter le prix du kilowattheure. Parce que, selon ce qu'on avait eu comme information, c'est que quand, par exemple, contrôle global devait être installé, nous avons assisté à l'inauguration. Parlant également de Kekeli, c'était dit que, au revoir effectivement à ce délestage, au revoir à tout ce que nous pourrons assister comme difficulté au niveau de l'énergie dans notre pays. Mais si le problème encore survient aujourd'hui, il faudrait que l'État communique. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les rumeurs circulent qu'on va augmenter le prix du kilowattheure également par rapport à l'électricité? Donc, quelque part, il y a une difficulté. Quelque part, il y a un problème. Si c'est l'aspect, par exemple, régional, comme on parlait tout à l'heure du Ghana, on parlait du Nigeria, on parlait de la Côte d'Ivoire, si c'est ces pays également qui ont des difficultés, qui font qu'ils veulent augmenter le prix du kilowattheure et que le Togo également veut en augmenter. Donc, je crois que ça, c'est la responsabilité de l'État de pouvoir communiquer et nous dire réellement ce qui se passe par rapport à cette situation. Oui, c'est vraiment important. Joseph, mais attendez, c'est-à-dire que voir le degré, excusez-moi de le dire, de paupérisation de notre population aujourd'hui, lui demander, parce qu'on a le sentiment que c'est dans les tuyaux, lui demander encore de faire encore un peu plus d'efforts, est-ce que ce ne sera pas trop pour ce peuple qui ploie déjà sous la misère? Oui, je pense que le peuple a toujours demandé à faire des efforts. Ce n'est pas seulement le Togo, dans le monde entier. Il est toujours demandé au peuple de faire des efforts. Vous vous rappelez de l'actualité économique avec l'actuel Premier ministre en France actuellement, où il a demandé à la population française de faire des efforts aujourd'hui et de travailler plus. Donc, je pense que l'effort, on ne refusera jamais de le faire. L'essentiel, c'est de garantir quand même ce système d'énergie électrique quand même à la population. Parce qu'une chose est de faire des efforts, une chose est d'avoir aussi constamment l'énergie. Parce que si on fait des efforts et que, bon, on constate que les choses n'évoluent pas, tout à l'heure le président l'avait dit, est-ce qu'il y a un bilan qui a été fait? Bon, pour le moment, on n'en sait rien, mais à chaque fois, bon, on augmente le prix de kilowattheure,
vous-même, vous avez remarqué, même que les lampadaires au bord de nos routes ne s'allument pas. Et pourtant, les citoyens paient. Ou bien, c'est ça. Oui, bien sûr. Hier, j'étais très désolé, et quand je circulais sur le grand contournement, pratiquement la moitié des lampadaires ne sont pas allumés. Donc, ça fait très mal. Et pourtant, sur chaque facture, on paie. Donc, une chose est de demander à la population de contribuer. Et je pense que, quoi qu'on dise, la population ne veut pas, la population contribue. D'une manière ou d'une autre, le gouvernement va toujours récupérer du moins son dû. Maintenant, il revient aussi aux autorités de garantir l'énergie aux gens. Parce que ça fait vraiment mal qu'aujourd'hui, c'est vrai que, bon, dans la nuit profonde où il fait énormément chaud, il y a coupé d'électricité. C'est-à-dire que c'est inimaginable, vous voyez déjà. Donc, je pense que il revient maintenant au gouvernement. Je l'ai toujours dit, aujourd'hui, il y a les fonds. Tout à l'heure, on va parler de la dette. Il y a des fonds qui sont disponibles. Allez chercher des fonds pour pouvoir garantir une énergie équitable à tout le monde. Nous allons parler, j'avais parlé, d'entrée de jeu, j'avais parlé de l'utilisation des systèmes photovoltaïques qui influent grandement sur le développement durable des localités, que ce soit le secteur agricole, entrepreneurial, artisanal, commercial, économique. Ça agit. Donc, pourquoi aujourd'hui ne pas financer les startups, par exemple, les jeunes entrepreneurs, à aller faire la promotion de cette énergie? Parce que je sais que, bon, parce qu'il y a une structure quand même qui est là, hein, qui, depuis un certain moment, fait, bon, je ne sais pas, il y a quelques athées, je ne sais même pas, ça doit être un truc comme ça, bon, mais c'est qu'il y a deux structures qui sont là, qui font la promotion. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut, bon, il y a une agence togolaise de l'électrification rurale et des énergies renouvelables, parce qu'il y a un truc comme ça. Oui, mais je pense que, mais ça ne se sent pas. Ça ne sent pas. Je pense qu'il faut maintenant encourager les jeunes qui sont dans le secteur à aller plus à fabriquer. Je ne sais pas, il y a des ampoules aujourd'hui, il y a des structures, il y a des gaz, il y a même des télés adaptées. Il y en a plein. Donc, il faut encourager ces jeunes-là dans ce domaine, à évoluer dans le domaine et expliquer ça aussi à la population pour que la population aussi soit adaptée à ces nouvelles réalités. Sinon, je pense que dans les grandes villes aujourd'hui, l'énergie hydroélectrique est délaissée. Franchement, vous allez partout. J'ai eu cette chance d'aller en Afrique du Sud. J'ai remarqué que partout sur les toits, il n'y a que les panneaux solaires. Il n'y a que les panneaux solaires. Donc, j'ai dit, mais c'est pas vrai. Mais c'est ça. C'est-à-dire que, bon, là, dans la journée, les gens ne sont pas à la maison. Les gens vont à leurs occupations. Et c'est la nuit, quand ils reviennent à la maison, qu'ils allument. Donc, vous avez au moins une quantité suffisante pour pouvoir alimenter au moins la maison toute la nuit. Vous voyez? Donc, je pense que c'est possible. Si au moment où c'est vrai que le Togo, le transport n'a pas l'autonomie de l'énergie hydroélectrique, on doit dépendre des autres pays. Alors, si des autres pays, il y a des problèmes, pourquoi ne pas se raviser sur ce que la nature nous a donné comme le soleil? Donc, j'y tiens vraiment. D'accord, très bien. Je pense qu'on va passer à un autre sujet. Si Ambroise n'a pas un autre commentaire à faire rapidement. Oui, j'ai un commentaire à faire. C'est-à-dire que trouver une solution au déficit énergétique, à l'énergie électrique dans notre pays, doit nous renvoyer à un véritable diagnostic sérieux des origines donc de ce déficit. Parce que tant on ne fait pas le diagnostic pour savoir où en sommes-nous, d'où venons-nous, où en sommes-nous et comment y arriver à solutionner, on va rester là. Je trouve trois origines à ce problème. Le premier, c'est les lieux où les pôles d'approvisionnement en énergie hydraulique. Je parlais en l'instant du Nigeria, de la Côte d'Ivoire et de la Volta Energy Region Authority, la VERA, au Ghana à côté, qui nous envoie l'énergie hydraulique, qui est plus puissant, sûrement pas plus puissant que l'énergie nucléaire, mais qui est plus puissant que les autres énergies renouvelables, mais qui n'est pas totalement propre aussi, mais que nous utilisons. Mais il y a aussi la question du ficellement des projets d'énergie
que le gouvernement lui-même essaie de fabriquer à travers certains partenaires pour qu'on ait plus d'énergie au-delà des énergies hydrauliques, notamment, on parle de Kekeli, on parle, Joseph parle de l'énergie voltaïque, par exemple. Il y a d'autres énergies, l'énergie solaire, qui sont des énergies renouvelables ou propres. Oui. Mais la troisième origine de ces déficits se trouve peut-être dans la gestion faite par nos gouvernants, parce qu'il y avait eu entre-temps cette question de mauvaise gestion, des gens qui ne payent pas leurs factures, des barons du régime, certaines industries qui trafiquent et qui sautent les fusils pour pouvoir, qui se connectent gratuitement aux moyens de tension pour pouvoir se servir de l'énergie et laquelle facture est payée par la population. Il a aussi révélé la question, donc la fraude énergétique. Il a aussi révélé la question des paiements des factures, des lampadaires de ce que nous payons sans qu'on ait réellement de la lumière sur nos routes. Et donc, ces trois origines-là devaient amener le gouvernement à poser le problème et à revenir à comment trouver une solution durable. La question des énergies renouvelables reste une solution, certes durable, mais qui a aussi un coût. Quand on prend le cas des énergies solaires, par exemple, cela a un coût. Je ne sais pas si c'est parce que les Blancs ou les Occidentaux savent que nous sommes en Afrique avec tellement de soleil, s'ils veulent nous envoyer les mécanismes ou la technique pouvant déboucher sur cette énergie-là, on serait les plus aisés dans le monde. Oui, ils ont des panneaux solaires. Justement, ils ont créé des panneaux solaires qui deviennent plus coûteux que le soleil que nous avons gratuitement. Vous voyez ça? Alors, donc, heureusement, aujourd'hui, on a des startups, des Africains, des Togolais, qui ont de l'imagination, et moi-même, qui ont de l'imagination, et bon, y compris moi-même, c'est certes, et qui ont des imaginations, qui ont de la matière cérébrale pour pouvoir nous produire, pour nous proposer des solutions liées au soleil, liées au vent, comme celui qui a soufflé ce matin avant que cette pluie qui n'est finalement pas tombée nous a dérangé. Donc, bien sûr. Bah, écoutez, je voulais ajouter, Eric. Oui, le vrai problème également, il faudrait que le gouvernement puisse avoir le courage de prendre des décisions courageuses au niveau de la gestion effectivement de cette énergie. Parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on parle effectivement de ces entités que nous avons. On a parlé de contour global, on a parlé de Kekeli, on a parlé également de la CET. Qu'est-ce qui se passe réellement au sein de ces entreprises-là? Il faudrait que le gouvernement fasse le diagnostic, le gouvernement pose le problème. S'il faut même aller jusqu'à auditer ces sociétés, il faut le faire. Jacques, on a changé plusieurs fois les directeurs de cette entreprise, par exemple. Il faut avoir le courage de poser... Mais le problème n'est toujours pas réglé. Oui, il faut... finalement, ce problème-là. Oui, il faut une décision courageuse. C'est-à-dire que, Eric, excusez-moi, si, supposons que vous avez une mangue qui est hissée au dernier pôle par exemple, de la branche du manguier, que vous, ni le caillou, ni le bâton ne peut pas cueillir la mangue. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes obligé, pour ceux qui connaissent un peu comment cueillir les mangues, vous êtes obligé de grimper l'arbre et de secouer la branche avant que la mangue ne puisse tomber. Donc il faudrait quand même, à un moment donné, qu'on puisse avoir le courage politique de secouer certaines sociétés. Lorsque vous secouez les sociétés là, vous allez voir que certainement il y a des choses qui vont tomber et vous serez étonné de voir certaines choses. Mais si on se tait, tout le temps, bon, on est là, on dit, bon, ça ne va pas, mais on ne veut pas chercher le réel problème pour corriger, pour guérir l'après. Eric, excusez-moi, on sera là tout le temps à se plaindre qu'on coupe l'électricité, il y a ci et ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous entendons,
on ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux, mais c'est les seuls responsables. C'est-à-dire que c'est le gouvernement et le président de la République seul. Excusez-moi, le PC seul qui peut le faire. C'est le PC seul qui peut le faire. Parce que si aujourd'hui il n'y a pas cette décision courageuse, Eric, je vous dis que ce qui est sûr, tu reviendras encore avec ce sujet des coupures d'électricité, du manque d'énergie. Déjà, est-ce qu'on peut peut-être préparer l'opinion mentalement ou nous-mêmes à voir prochainement une légère augmentation sur nos factures de l'électricité? Le problème que vous posez actuellement, je vous dis, Eric, quand vous allez actuellement sur les étalages au marché, dès que l'information là commence pas à circuler, qu'on va augmenter, vous allez voir ce qui se passe, ce qui va se passer. Le prix de l'igname va grimper, le prix des mangues vont grimper et les fruits et tout vont grimper. Parce que les gens, à l'étape actuellement, c'est l'étape de rumeur. Et vous connaissez un peu notre pays oui, fonctionne rapidement d'un chose de rumeur. Lorsque cela n'est même pas avéré, c'est pourquoi il dit que... Et très souvent aussi, les rumeurs deviennent des clameurs. On est d'accord là-dessus. Oui, c'est pourquoi je disais qu'il est important qu'à l'étape de la chose, il faudrait que le gouvernement prenne le taureau par les cornes. Inviter le ministre de l'Énergie à déjà réagir par rapport à ce que nous entendons. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Il est vrai que souvent, au Togo, on dit que c'est faux, mais après, on découvre que c'est vrai. Donc, à l'étape des choses, c'est vrai qu'on a un gouvernement démissionnaire, mais ce gouvernement est là en train de gérer quand même les affaires courantes. Donc, il est important que le ministre de l'Énergie puisse nous dire réellement ce qui se passe par rapport à cette situation. Bien sûr, parce que je me rappelle très bien, lorsque cette histoire de 5e République est née, on en parlait, on disait que c'est faux, que ce sont des rumeurs. Après, bon, voilà, on est en plein là actuellement. Je voulais, avant de revenir sur la question de la dette, puisqu'il y a une réunion, une conférence de haut niveau qui a été ouverte hier par le président du Conseil lui-même. Je voulais qu'on place un mot rapide, puisque vous savez tous que les élections locales, c'est le 10 juillet prochain, 2 mois devant nous pour élire de nouveaux conseillers municipaux qui vont se réunir pour élire donc les maires. Ils seront 117. Ambroise, bonjour. Si on demande aujourd'hui de façon globale de faire un petit bilan en une minute de la gestion de ces 6 dernières années des communes au Togo, ça a été un échec ou bien une très belle chose là? Bon, d'abord, ça vaut mieux de faire l'expérience dans la gestion des territoires morcelés et émiettés par le régime de Faure Gnassingbé, au lieu que de garder Lomé dans une entité territoriale unique, comme on le dit par exemple la commune de Dakar, commune de Cotonou, commune de Lomé. Maintenant, l'émiettement a certes amené les dirigeants à expérimenter la gestion par diverses politiques ou diverses personnalités de la société civile ou indépendants, à essayer la gestion citoyenne et participative d'une commune pendant 6 ans. Le bilan est mitigé parce que, d'une part, je l'ai dit que ça vaut mieux de faire l'expérience, et c'est le fait de faire cette expérience qui prouve que ce bilan devient mitigé, parce que ce qui devait reposer la question de la décentralisation a été dévoyé par les multiples touches qu'on a fait à la loi sur la décentralisation. Cette décentralisation devait donner plus de pouvoir aux communautés à la base, mais on a senti plus l'intrusion de l'autorité de tutelle et l'intrusion du politique dans la gestion de la chose communale. Ce qui n'a pas franchement laissé la main aux maires désignés, dont certains ont été postés à la tête des communes à coups de billets sonnantes et trébuchantes, ce qui aussi a participé à gâcher la fête de la bonne gestion au détriment ou au profit de la mauvaise gestion, une gestion paternaliste, une gestion clanique et partisane de certains maires qui aujourd'hui nous donnent raison de revenir aux initiaux, c'est-à-dire remonter à la loi de 82
la loi française de 82, qui inspire la loi 2019 ou 2017 qui a été modifiée, pour refaire de nos communes de véritables territoires où les citoyens participent à la gestion et à la gouvernance de leur propre territoire. Remettre Lomé en selle, remettre Atapamé en selle, remettre Palimé et Tchéli en selle, et Dapan en selle, pour qu'on ait des communes de plein exercice en dehors des émiettements de territoires qu'on a aujourd'hui. Donc le bilan pour moi est mitigé. Bilan mitigé pour Ambroise Ponjo. Joseph Gada, une expérience à renouveler de cette façon-là? Non, ça vaut la peine parce que aller à une décentralisation comme plusieurs pays l'ont déjà expérimenté, et c'est ce qu'on appelle généralement chez nous le développement à la base. C'est-à-dire que vous avez le pouvoir central qui est là, vous avez le pouvoir communal qui est là, et puis en dernière position, vous avez le citoyen. Donc, c'est un pouvoir décentralisé, normalement. C'est-à-dire que quand le pouvoir ne peut plus, quand le pouvoir central essaie de léguer certains de ses pouvoirs aux gestionnaires des territoires qui seront soutenus par la population. Je pense que l'idée doit être comme ça. Et à plusieurs reprises, dans plusieurs pays, ça a marché. Et vous allez constater qu'après la décentralisation, quelques années après, il y a une lumière qui jaillit au niveau de la population, surtout au niveau de la base. Et je pense que cette expérience que nous avons eu à faire durant 5 ans ou bien 6 ans comme ça, n'est pas aussi exhaustive, parce que normalement, j'avais dit que avant même de lancer le processus de la deuxième édition, si vous me permettez, il va falloir qu'une enquête soit faite au niveau de la population pour voir cette première expérience de la décentralisation. Qu'est-ce que ça a eu qu'est-ce que cela a eu comme impact positif que impact négatif sur la population. Donc, je pense que cela n'a pas été fait. Et aujourd'hui, nous allons entamer notre deuxième édition. C'est là où je commence par craindre un peu pour dire, est-ce que ce que nous avons eu au niveau de la première édition ne sera pas encore, bon, si vous me le permettez, ce ne sera pas le même cliché avec la deuxième édition de notre décentralisation. Je regrette vraiment parce que si l'idée derrière cette décentralisation, c'est de donner une émulsion quand même à la base. Je pense que, Ambroise vient de le dire, le premier échec de cette première édition, c'est que cette décentralisation a été trop arrimée sur le pouvoir politique. Je ne sais pas si je me suis fait quoi, mais c'est-à-dire que... Oui, bien sûr. Voilà, c'est-à-dire que les responsables, c'est-à-dire que les maires, les responsables des territoires ne se sont pas dissociés de la politique. Les clivages politiques sont aussi à ce niveau-là aujourd'hui, malheureusement. Voilà. Alors que il est demandé à chaque mairie ou à chaque commune d'avoir ce qu'on appelle le plan de développement communal. Ce plan qui résume les réalités, les besoins sociaux à la base du territoire. Malheureusement, sur les 117 communes, à peine vous allez voir la moitié qui disposent de ce plan de développement communal. Alors, tout se reflète toujours au pouvoir central. C'est-à-dire que quand vous prenez la feuille de route gouvernementale avec ces différents axes, vous allez constater que tous les maires ne parlent que de ces axes. Ils ne parlent que de cette feuille. Alors que au niveau de votre territoire, vous avez d'autres réalités. Normalement, vous devez avoir le plan communal et à ce plan communal, vous pouvez greffer quelques axes du gouvernement, c'est-à-dire que du pouvoir central là-dessus. Malheureusement, ça n'a pas été fait et
et ce que le pouvoir central décide, c'est ce qui se reflète directement à la base. Vous voyez que presque c'est la même chose que nous avons fait. C'est vraiment dommage. L'autre échec vient aussi de la promotion du développement économique local. C'est ce que nous avons constaté que dans les 117 communes, on n'a pas pu promouvoir les stratégies économiques, les potentialités économiques des territoires. Vous allez constater que pratiquement le tourisme n'a pas existé durant les 5 mois. À peine, je ne sais pas si on peut compter au moins 2 mairies qui ont essayé d'une manière ou d'une autre de promouvoir le tourisme, par exemple. Alors que nous avons une diversité culturelle dans notre pays. La diversité culturelle, la diversité attractive, par exemple, au niveau du septentrional, par exemple, avec les montagnes, tout ce que nous avons là-bas, n'est pas la même chose, par exemple, quand on prend le sud, par exemple, avec la plage que nous avons. Quand on rentre dans la région centrale, ce n'est pas la même chose. Mais on n'a pas vu cette promotion de l'économie locale. On a dit que comment est-ce que les gens ont pu donner une visibilité à ces potentiels qui existent et qui pourraient constituer des sources de revenus. Non, ça n'a pas été fait. Plutôt, les gens, nos maires sont plutôt assez sur les tasses communales, alors qu'il y a d'autres sources. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est vraiment un échec. En tout cas, moi, je pense que c'est le véritable échec. Et l'autre chose, si vous permettez, c'est ils n'ont pas eu ce temps. Je vais vous redonner la parole. Je vais aussi écouter Jacques Dakouti sur le sujet, mais est-ce que l'échec que les uns et les autres constatent ou ont constaté, parce que là, il suffit de poser la question clairement à nos concitoyens, ils vous diront que les mairies n'ont pas servi à grand-chose, sinon juste à faire des mariages, à légaliser quelques documents. Mais est-ce que l'échec, en réalité, ne provient pas aussi de nos dirigeants eux-mêmes? Ils ne veulent pas, en réalité, céder un pan de leur pouvoir à la gestion locale. Ce n'est pas parce qu'elle va trahir Adam qu'il faut fuir les femmes. Donc, le vrai problème, Eric, vous savez, mes 2 confrères ont touché le fond des 2 problèmes. Il a dit que quand vous prenez aujourd'hui nos mairies, Eric, je ne peux pas comprendre dans une mairie qu'on dise que, bon, tel est de tel parti, tel est de tel parti, alors que cela ne devait pas être comme ça. Il a dit que ça, c'est une gestion communautaire. On ne pouvait plus mettre la politique au niveau des mairies. On ne peut pas dire que, bon, pour voter pour tel, bon, il faut que tel soit de tel parti ou de tel parti. Et quand on part sur ce principe, Eric, vous allez voir que même les querelles internes au sein de ces mairies font qu'il n'y a pas évolution au niveau de l'exécution des travaux. Vous savez qu'il y a des mairies où le maire, son adjoint ne se parle pas. Ne se parle pas, c'est ça. Il y a beaucoup de problèmes dans les mairies. Problème, c'est ça. Parce qu'on est parti sur la base qu'on va à une élection sur une liste des partis politiques. Alors que si on se séparait de ces partis politiques, d'une liste des partis politiques, je vous dis qu'on n'aura aucun souci. C'est comme si, Eric, moi, j'ai fait par exemple le quartier belge, j'ai fait le quartier Kodjoviakopé, Nkonakwe et tout, que je puisse me présenter, comme me disent par exemple que si je ne fais pas partie d'un parti politique, je ne peux pas postuler par exemple à une mairie. Alors que je connais bien les réalités par exemple de Baie, je connais bien les réalités de Kodjoviakopé, je connais également les réalités d'Adaolato. C'est-à-dire que si, par exemple, on a des gens qui maîtrisent bien les problèmes, le vécu quotidien de ces quartiers, et on se départissait, par exemple, des questions politiques, je dis on avancerait. Et l'autre aspect également, Eric, il faut reconnaître qu'il y a trop de mairies. C'est trop. Vous allez prendre certaines mairies, d'autres jusqu'à la fin de l'année, ils ne peuvent même pas faire un bilan d'1 million. Parce qu'il n'y a rien. Les marchés qu'ils contrôlent, ces marchés-là, pour pouvoir effectivement donner les tickets et pouvoir avoir une contribution de ces revendeurs et de ces revendeuses, également, c'est un autre problème. J'ai compris un peu l'idée du gouvernement. Je crois que le gouvernement voulait régler un problème politique. Le problème politique que le gouvernement voulait régler, c'est que le gouvernement cherchait à caser certains qui leur créaient trop de problèmes. C'est-à-dire que le gouvernement sentit que plus les gens sont libres, plus les gens
peut-être seront tentés d'organiser des choses et pour perturber un peu la tranquillité du pays. Donc il fallait remercier certaines personnes aussi, c'est ça? Vous dites? Remercier certaines personnes? Non, pas remercier, mais quand vous voyez un peu l'ancrage de ces mairies et d'autres, vous comprenez, c'est comme si on voulait dire, bon, écoutez, bon, tel si on le met ici, on n'aura plus trop de problèmes par rapport à la situation et autres. Et puis, l'autre aspect également, Eric... vous pensez à qui? Non, je ne pense à personne, mais je suis en train d'avancer une hypothèse que certains pourront également voir et sentir. Parce que, à l'allure où vont les choses, Eric, je vous dis, si on ne se sépare pas d'une élection, par exemple des partis politiques au niveau des mairies, et on doit aller toujours à cette élection avec les partis politiques, je dis ça ne marchera pas. Parce que, comme vous l'avez dit, il y a certains mairies, quand vous voyez par exemple un maire peut-être de tel parti ou de tel parti, les gens ne se parlent pas. Et vous ne vous parlez pas, comment vous pouvez avancer? Vous ne pouvez pas avancer. On nous dit souvent que comment deux personnes peuvent-ils aller ensemble s'ils ne s'entendent pas? Vous ne vous entendez pas, comment vous pourrez développer le milieu? Donc je crois que c'est des aspects, quand Joseph disait qu'il faut aller quand même aux états généraux pour voir ce qui a marché et ce qui n'a pas marché avant d'ouvrir encore une liste pour aller à ces élections, je crois que ça serait une bonne chose. Et n'oublions pas également que si aujourd'hui, nos mairies là vivent aujourd'hui, Eric, il faut remercier la coopération allemande, hein, c'est les Allemands qui ont beaucoup mis assez d'argent. Si les Allemands n'avaient pas mis assez d'argent, je vous dis est-ce que ça aussi, c'est pas un problème, véritablement? Avant de donner la parole à Ambroise, oui, Jacques, est-ce que c'est pas un problème que ce soit toujours les autres qui viennent nous aider à régler nos problèmes internes? Non, c'est comme la dette actuellement, Eric. Je crois qu'on va revenir sur ce sujet. Non, je ne vois pas un pays qui puisse se développer sans s'endetter. Et je ne vois pas également un pays aujourd'hui qui puisse avancer sans qu'on puisse l'aider. Eric, là où vous êtes, quand on vous a mis au monde, vous n'avez pas marché le même jour. C'est-à-dire que vous avez pris le temps avant de vous mettre peut-être sur 4 pattes, avant de vous mettre sur 2 pieds aujourd'hui. Donc je crois que... Je ne suis pas au biberon depuis là. Hein. Non, je parle jusqu'à quand ceux dont on dit qu'on est fatigué d'eux vont nous mettre de l'argent de côté? Non, Eric, c'est ce que je disais. Là où nous sommes, on ne peut jamais se développer sans que... On peut se développer, mais on ne peut jamais avancer sans que quelqu'un ne puisse nous pousser. La vie, c'est comme ça. C'est-à-dire que... Oui, jusqu'à quand? Oui, mais ça, comme je l'ai dit, mais ça peut s'arrêter un jour. Mais pour le moment, comme nous sommes dans une économie un peu restreinte par rapport à nos besoins, nous avons besoin toujours de quelqu'un qui puisse nous aider, quelqu'un qui puisse nous pousser à avancer. Donc ça, c'est pas un péché, c'est pas un problème. Je ne vois pas en quoi on peut en faire, par exemple, on peut entourer d'un mythe que quelqu'un puisse nous aider, quelqu'un puisse nous pousser à avancer. Donc je crois que lorsqu'on vous aide, il faut être honnête. Être honnête pour reconnaître que celui qui vous a aidé et qui est en train de faire des prouesses pour que vous puissiez avancer dans ces mairies-là, il faut reconnaître que vraiment cette personne-là a fait une bonne chose pour vous. Ça, je l'ai dit, la coopération allemande a fait beaucoup de choses pour nos mairies aujourd'hui. Tout ce que nous sommes en train de voir en termes d'équipement, en termes de formation et tout, il faut reconnaître que l'Allemagne a beaucoup mis les moyens. Oui, bien sûr, bien sûr. Ambroise Pondio, l'expérience là, on continue là-dessus ou on arrête finalement pour les élections locales? Joseph Gada. Oui. Non, mais vous savez, on ne peut pas, comme le dit le président, un pays ne peut pas vivre en autarcie. Hello. Oh. Hello. Oui, Ambroise, allez-y, Joseph. Oui, allez-y, Joseph, d'abord. Oui, je dis qu'un pays ne peut pas vivre en autarcie. C'est-à-dire que nous avons besoin des uns des autres. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez Donald Trump qui voyait sur le Qatar aujourd'hui pour aller échanger davantage sur le business, les relations entre le Qatar et les États-Unis. Vous avez Macron qui voyage à chaque fois dans divers pays. Ça dit que chaque pays a besoin des uns des autres. Maintenant, la question de savoir est-ce qu'on connaît nos limites et en quoi est-ce que l'autre viendra compléter notre limite. Je pense que c'est ça, je pense que ça c'est la problématique au niveau de l'Afrique.
On a l'impression qu'au niveau de l'Afrique, on ne connaît pas ni nos limites, là où on débute jusqu'à nos limites, pour pouvoir demander à l'autre de venir nous aider. Pour nous, c'est comme si, sans l'aide des autres, on ne peut pas évoluer. C'est ça. C'est pourquoi quand vous parlez de biberon, c'est ça aussi, je suis parfaitement d'accord. Parce qu'on ne peut pas quand même prendre du biberon durant au moins à 65 ans, on ne peut plus continuer à prendre du biberon. Oui. Même si on appelait certains vieux, les baby, même, ce n'était pas le biberon. Je m'excuse. Donc, je pense que... Oui. Allez-y, Joseph, finissez. Après, je vous donne la parole. Joseph, finissez. Oui, donc je pense que si l'Allemagne nous a soutenus, d'ailleurs, l'Allemagne faisait partie de nos colonisateurs, si l'Allemagne nous a soutenus, bon, on dit merci à l'Allemagne parce que l'Allemagne pense que par la décentralisation, l'Allemagne a évolué. Beaucoup de villes en Allemagne ont évolué à cause de la décentralisation. Alors, si l'Allemagne pense que cela pourrait nous aider, je pense que c'est la meilleure des choses. Et en l'expérimentant, vous rappelez très bien que avant même que la décentralisation ne commence, l'Allemagne même a déjà commencé par au moins 4 villes. Palimé, et Tchévier, Sokodé, et puis bon, j'oublie l'autre là, je ne me rappelle plus encore, je ne sais pas. Ça a déjà commencé. Et vous allez voir comment est-ce que vous devez constater la croissance économique et sociale quand même de ces villes, avant que, bon, avec le reste ne vienne. Donc, je pense que il nous revient, moi je l'ai dit, que c'est important d'aller quand même aux états généraux quand même de ces élections locales avant de lancer la deuxième édition. Parce que bon, je crains fort. Oui, malheureusement, vous n'allez pas être écouté sur ce point-là, puisque les élections ont lieu dans 2 semaines environ. Je vous demanderai votre avis sur la participation de l'opposition à cette élection. Oui, mais Ambroise, d'abord. Oui, les élections, on parle dans 2 semaines, c'est dans un mois et demi. Dans 2 mois, hein. Dans 2 mois, je veux dire. Dans 2 mois, excusez-moi. Oui, c'est un lapsus, bon, ok. Bon, je crois que la question que tu as posée concerne, est-ce qu'il faut continuer l'expérience là ou l'arrêter? Oui, bien sûr. Bah, je crois qu'on ne peut pas arrêter le train de la décentralisation. C'est vrai que certains ont imaginé la décentralisation pour des intérêts politiques et claniques. Ils ont voulu façonner et profiter aussi pour bénéficier de l'argent et faire un peu aussi un peu de détournement de but. Et Jacques parlait à l'instant des Allemands, il n'a pas menti. Les Allemands ont beaucoup investi dans la question de la décentralisation, justement pour pouvoir espérer qu'on donne le pouvoir de gouvernance au peuple au niveau local. Malheureusement, ça aussi, le peuple n'a pas, jusqu'à présent, n'a pas eu ce pouvoir. Et donc, il faut continuer l'expérience, mais avant de continuer, il faut un bilan. Il faut absolument faire un bilan général de la gestion faite de ces territoires morcelés, émiettés. Ça, j'insiste là-dessus. Il faut, coûte que coûte, dissoudre beaucoup de communes. Et je vais être clair, ramener les communes en l'état de comment on dit ça, au parallélisme des villes ou à l'état des villes actuelles pour pouvoir avoir des communes de plein exercice dotées Palimé, une seule commune, Palimé. La commune de Sopé, la commune de Tapamé, la commune de Danero. C'est ça. Et leur octroyer leurs compétences. Parce que quand on parle de compétences, il faut que les compétences propres soient bien définies et claires. Parce qu'ils ont tendance à retoucher la loi en leur faveur. Je prends juste le cas de la redéfinition des rues de Lomé que l'ANC avait voulu faire, qu'on lui a interdit, alors que ça faisait partie des compétences propres de cette commune-là. On leur a retiré le marché de Iranaoui, le marché d'Adaolato. Mais les 2 marchés font partie de la commune du Golfe 4. Je suis désolé. Ces gens-là... Iranaoui n'est pas dans Golfe 4, Iranaoui est carrément, je crois, dans Golfe 2, je crois. Voilà, c'est juste un exemple. Iranaoui aussi devait revenir à la commune Golfe 2 en matière de gestion et de ressources, mais ils l'ont aussi retiré. Et donc, ceux qui sont au pouvoir ne font pas du bien à la population parce que, heureusement, ou fort heureusement ou malheureusement, il n'y a jamais eu d'élection transparente dans ce pays. Sinon, ils se seraient déguerpis depuis fort longtemps. Personne ne les aime.
la 90%, 95% des populations togolaises n'aiment pas ce régime et tout ce qu'ils font en matière de gouvernance. Il faut qu'ils écoutent cela, qu'ils sachent cela, parce qu'eux-mêmes ils savent qu'ils se trompent de cible et ils se trompent de cible de gouvernance. Les peuples ne les aiment pas. Il faut ramener les communes en leur état. C'est notre débat sur lequel on pourra revenir. Assurez-vous, c'est notre débat. Mais pour aller vite, on me dit qu'il reste 2 minutes environ. Allez-y, finissez, Ambroise. Oui, pour finir, je crois humblement qu'il faut, dans un pays normal, dans un pays, c'est tout comme une entreprise, faire le bilan de la gestion des 6 années, parce que chaque année, dans toute entreprise, dans toute société, on fait toujours le bilan avant de relancer la machine de la gestion dans cette société-là. Je verrais très mal qu'on ne fasse pas le bilan de gestion de 6 années. Et les 6 ans aussi, c'est trop. C'est trop pour une commune. 5 ans, c'est déjà de trop. Maintenant, c'est les calculs politiques de RPT Uni qui emmènent encore ces histoires de 6 ans. Ils font toujours les choses sans le peuple pour leurs propres intérêts. Ce n'est pas normal dans un pays qui veut aller à la démocratie. Ce n'est pas normal. D'accord, très bien. Écoutez, on a compris. Je voulais qu'on marque une courte pause pour faire un clin d'œil à nos partenaires. Lorsqu'on sera de retour, on va évoquer le volet politique et puis on parle de l'économie. Car de tout cœur, nous tenons à vous informer. Taxi FM. Tout de suite, la pub. Bonjour Tata, comment allez-vous? Bonjour Irène. Chez moi ça ne va pas, hein. Mon argent du marché se mélange avec mon propre argent là. Du coup, je finis souvent par tout dépenser dans les fonds de la maison. Là où je suis assise comme ça là, mon bouffin-to là. Mais Tata, pourquoi ne déposes-tu pas les recettes de ton activité sur un compte EcoBank? Il te suffirait juste de télécharger l'application EcoBank mobile ou même de faire étoile 326 dièse. Tu es la 3e personne à me le dire. Mais tu sais, vos histoires de compte là, je ne maîtrise pas, hein. Mais Tata, avec EcoBank, tu peux te créer un compte sans te rendre en agence et même sans aucune formalité. Ça peut se faire juste avec un téléphone qu'on appelle 1+1 là. Ah bon, Irène? Mais oui, Tata. En plus, ce compte te permettra d'envoyer de l'argent à tes fournisseurs et d'en recevoir de manière instantanée sans avoir à te déplacer. Je dis, tu dis que c'est un compte que j'ouvre comment même hier? C'est très simple, Tata. Je t'explique. Grâce à EcoBank, ouvrez un compte bancaire avec votre téléphone en faisant étoile 326 dièse ou téléchargez l'application EcoBank mobile sur Play Store ou App Store. Activez le compte en y faisant un versement et profitez des fonctionnalités d'un compte ordinaire. Offre soumise à condition. Pour toute information, contactez le +228 22 53 76 50 ou écrivez à l'adresse assist@ecobank.com. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Merci pour votre fidélité à la radio Taxi FM Lomé. Nous sommes dans l'émission Gare routière de l'information avec mes confrères Joseph Gada, Jacques Diakouti et Ambroise Ponjo. On parlait donc des élections locales qui ont lieu le 10 juillet prochain, dans 2 mois environ, moins de 2 mois si vous voulez. Alors, l'opposition participera-t-elle à cette élection? Une partie dit oui. Et cette partie est contre la 5e République et dit que cela n'a rien à voir avec la 5e République. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Jacques Diakouti, d'abord. Non, je crois que vous mettez l'opposition devant la peste et le choléra. C'est pas qu'est-ce qu'il faut choisir. Faut-il choisir la peste ou le choléra? C'est un peu difficile par rapport à l'opposition togolaise. Et il est vrai que certains vous diront que les élections locales n'ont rien à faire avec la 5e République, mais d'autres vous diront que aller à ces élections, c'est également suicidaire pour l'opposition. Donc je crois que la responsabilité incombe aujourd'hui à cette classe politique de l'opposition.
Parce que, Eric, on l'a toujours dit, quand vous prenez aujourd'hui le bas peuple, les populations souvent ne comprennent pas parce que les gens se disent, on a voté pour des partis politiques pour aller siéger à l'Assemblée nationale. Ils ont refusé de siéger. Aujourd'hui, les mêmes veulent encore aller aux élections locales. Mais les gens se disent, mais entre l'élection locale et l'élection de l'Assemblée nationale, c'est toujours une élection. Vous voyez? Donc, c'est toujours une élection. Donc, je crois que, Eric, par rapport à cette situation, ça, il faut mettre l'opposition devant ses responsabilités. Comment faire pour convaincre aujourd'hui les populations à aller à ces élections par rapport à l'élection qui a déjà eu lieu et ils ne sont pas allés à l'Assemblée nationale? Et l'autre aspect, cette constitution que certains contestent jusqu'à présent, comment faire pour convaincre les populations à adhérer effectivement à cette élection quand certains contestent également cette constitution? Donc, comme je l'ai dit, l'opposition est devant un dilemme, l'opposition est devant une situation un peu difficile, complexe, donc c'est à eux de voir ce qu'il faut faire pour prendre une décision. Moi, je ne peux pas prendre une décision à la place de l'opposition. Oui, la décision, elle est prise quand même. Hein. Je pense que l'ANC et ses amis ils iront aux élections, la DMP ira également à ces élections. Et c'est tout ce qu'on appelle la quadrature du siècle à peu près. Joseph Gada, c'est un peu contradictoire ou c'est une contradiction? Non, Eric, vous savez, en politique, le calcul est une tactique qu'il faut savoir poser. Et nous l'avons commencé par dire que des fois, si vous-même vous posez des équations, des fois à plusieurs inconnus, il vous serait difficile de développer, de factoriser. Et je pense que, comme en troisième, on apprenait à faire la factorisation. Je pense qu'aujourd'hui, l'opposition togolaise est dans ce cas d'espèce où plusieurs inconnus ont été posés dans l'équation jusqu'à ce qu'elle ne se retrouve même plus pour savoir effectivement qu'est-ce qu'il faut faire sortir et qu'est-ce qu'il faut rester, donc qu'est-ce qu'il faut laisser, qu'est-ce qu'il faut faire sortir, qu'est-ce qu'il faut multiplier, qu'est-ce qu'il faut diviser. Voilà, donc quelqu'un parlait du cafouillage total, c'est vrai qu'on est maintenant dans ce choix, dans ce dilemme, est-ce qu'il faut aller ou bien il ne faut pas aller. Vous vous rappelez très bien qu'on a fait des émissions ici, on avait dit que au début de cette histoire de 5e République, au moment où certaines classes politiques prenaient position par rapport à cette 5e République, nous leur avons plusieurs fois rappelé pour dire attention, si vous n'avez pas de pouvoir pour pouvoir empêcher la 5e République, lorsque la 5e République sera promulguée, vous ne pouvez qu'aller avec cette République, avec toutes les institutions qui seront mises en place. Est-ce que vous allez refuser de participer aux institutions qui seront mises en place en tant que parti politique, ou bien vous allez, je ne sais pas, essayer de rester ou bien demeurer dans votre dans la 4e République, comme ça? Voilà, je pense que c'est la question que nous sommes posées. Et malheureusement, aujourd'hui, cette problématique nous a rattrapés. Alors, vous n'avez pas pu empêcher la 5e République. La 5e République est là aujourd'hui, commence pas à marcher, et ramper, et commence pas à marcher. Et vous êtes là, mais qu'est-ce que vous allez faire? Au même moment, c'est ce que vous avez fait des meetings pour expliquer votre participation, votre non-participation à la population. Et la population aussi, aujourd'hui, là, vous regarde faire. Donc, je pense que, comme je l'ai dit, certaines tactiques ou bien certains calculs en politique, des fois, ne marchent pas. C'est pour cela que lorsque vous posez rapidement les problématiques et que vous constatez que vous ne pouvez pas avoir un résultat probant, il vaut mieux rapidement retirer certains inconnus. Donc, je ne veux pas te mettre dans la mathématique quand même, mais je pense que c'est ça. Alors, faut-il aller, ne pas aller? Certains, on choisit, si c'est comme ça, contre vent et marée, on va aller. Maintenant, quand vous y allez, n'oubliez pas que vous avez déjà eu à informer vos militants de certaines situations et c'est gravé dans leur tête.
Et n'oubliez pas que quand vous y allez, c'est les militants qui viendront voter. Et s'ils ne viennent pas voter, parce que vous leur avez déjà dit quelque chose par le passé. Alors, je pense que... Oui, mais la campagne est aussi là pour ça, et donc ils vont retourner chez les populations pour leur expliquer leur nouvelle situation. Combien de personnes sortent pendant les campagnes? C'est ça. Oui. Ça. Alors, Ambroise Pondio, sur la question. Oui, sur la question de la participation des acteurs de l'opposition aux élections locales, j'estime que c'est de bonne guerre. Nous sommes en politique et les bons calculs sont une bonne chose pour pouvoir se maintenir sur l'échiquier national politiquement. Parce que ce que certains n'avaient pas compris, c'est que certains ont déjà participé à ces élections, surtout législatives, mais qui n'ont pas voulu siéger, à tort ou à raison. Et en plus, pour les élections locales, on estime que c'est des élections prévues depuis la 4e République, avant que la fameuse 5e République n'arrive avec ce changement de constitution. Et donc, ils ne trouvent pas dérangeant de participer à une élection qui touche les populations à la base, qui est inscrite dans la loi depuis la 4e République. Et donc, on est d'accord que la convocation des électeurs va être donc visée par les articles de la 5e République. Et pas les institutions aussi de la 5e République. Non. Joseph, laisse-moi parler, s'il te plaît. On n'en disconvient pas. Et ceux-là il y en a qui ne veulent pas participer à aucune élection. Ça, il faut leur mettre à part. Parce que eux, ils disent que les conditions d'organisation de toute élection dans ce pays ne sont pas réunies pour leur demander d'appeler le peuple à aller aux élections. Eux, ils ont leur raison. Mais ici, il y a d'autres qui participent à des élections législatives, présidentielles et locales, qui ont été rattrapés par la fameuse 5e République et qui tiennent à participer aux élections locales et dont, j'en suis sûr, participeront demain aux élections législatives, même avec la 5e République. Parce que c'est des acteurs politiques, eux, ils font des calculs politiques. Et pour des calculs politiques, il faut se dire que c'est normal pour un parti politique, car le parti politique est là pour conquérir le pouvoir. En ne participant pas aux élections, on se tue soi-même à l'intérieur. Donc moi, je partage leur inquiétude de ne pas vouloir participer aux élections, quelles qu'elles soient. Et donc aujourd'hui, le débat n'est plus à la 5e République ou à la 4e République. Le débat est à la participation du peuple au profit des partis politiques et au profit de certains Togolais indépendants pour participer à la gouvernance, au contrôle de la gestion de la chose publique. C'est là où se trouve la question. Et c'est à cette question qu'il faut répondre pour savoir s'il est utile de participer ou pas. C'est la gouvernance de l'État. Parce que le pouvoir est actuellement dans la main d'une minorité qui achète des voix, qui corrompt des voix, qui commet des fraudes. Renforcer aujourd'hui cette minorité-là. Cette minorité se renforce elle-même. Elle se renforce déjà. Oui, mais quand les opposants refusent de participer à cette élection, ils disent il ne faut pas y aller parce que quand vous y allez, c'est pour légitimer le pouvoir en place, c'est pour le renforcer. Est-ce qu'ils ont d'autres moyens en dehors des élections, qu'elles soient fraudées ou qu'elles soient mal organisées? Est-ce qu'ils ont d'autres moyens d'obtenir des élections réellement qui répondent au standard international? Ou est-ce qu'ils ont d'autres moyens en dehors des élections pour renverser le pouvoir, pour obtenir le pouvoir, la gouvernance du pouvoir? S'ils ont d'autres moyens, là tant mieux. Mais s'ils n'en ont pas, et que ce soit, et c'est pourquoi je dis, c'est ce qui m'a toujours interpellé à dire
qu'il est facile aux Togolais de rester derrière les réseaux sociaux pour faire la révolution et laisser le pouvoir gouverner, critiquer les autres qui sont déjà dans le feu, laisser la proie pour l'ombre. Le Togolais doit quitter sa chambre, sa maison, pour créer sa révolution vis-à-vis de ceux qui nous dirigent il y a 58 ans, bientôt 60 ans. Parce que c'est de ça il s'agit. Et on est dedans, ça fait 60 ans, on fait du surplace, les gens ont occupé le terrain, la minorité de 500 personnes occupent, soutenues par l'armée et les militaires, sont toujours au pouvoir. Cette minorité est toujours au pouvoir. S'ils ont d'autres moyens, tant mieux, ils n'ont qu'à laisser les élections et aller à ces moyens-là. Mais s'ils n'ont pas d'autres moyens, s'ils n'en ont pas, on va encore laisser toute la machine dans la main du RPT uni. Là, ce serait suicidaire. Si c'est une prophétie, donc allons-y, pour que la prophétie se réalise, pour que le pouvoir se renverse. Alors écoutez, en matière de prophétie, vous êtes bien placé. C'est vous qui parlez très souvent de prophétie. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. Merci beaucoup. C'est vrai que je sais que vous avez encore d'autres choses à dire par rapport à ce sujet. Je voulais conclure par rapport à ce que Ambroise disait tout à l'heure. Vous savez, le vrai problème, c'est que au Togo, on ne prend pas le temps suffisant pour expliquer au bas peuple ce que c'est que la réelle politique. Il y a la politique et il y a la réelle politique également. Mais qui explique ça? Qui explique ça? Je suis dedans, tu es dedans aussi, et tout acteur est dedans. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous voyez, le dilemme au sein de la masse, c'est quoi? Vous dites que vous rejetez la 5e République. On est allé à une élection avec une constitution de la 4e République. Et on vous a élu en tant que député. Vous avez refusé de siéger. Même parce qu'il y avait une 5e République qui créait des problèmes. Bon, vous avez refusé. Aujourd'hui, cette 5e République va organiser les élections locales. Vous voulez aller. Vous voyez, au sein de la masse, les gens sont perdus. Les gens se posent des questions. Alors que si, à la base, on avait expliqué aux populations qu'une élection législative n'est pas comme une élection locale et une élection présidentielle, les gens, je crois qu'on n'aura pas de problème. C'est pourquoi je disais tout à l'heure également, par rapport à ces élections locales, il faut se séparer des partis politiques par rapport à ces élections locales-là. Si on arrive un jour dans ce pays à mettre dans la Constitution, parlant des élections locales, parler de la société civile neutre. On parle d'une société civile neutre qui peut conduire par exemple nos mairies. Non, je dis si on peut le faire, ça peut aller. Mais si on veut se servir toujours, vous êtes d'accord? Excusez-moi. Si on veut se servir toujours des partis politiques, on ne pourra pas s'en sortir. Et c'est ça aujourd'hui le problème. Si on avait par exemple séparé les rôles, dire qu'à ces élections, par exemple locales, c'est la société civile qui devait aller, on n'aura pas ces problèmes aujourd'hui pour dire que tel parti va aller parce qu'ils ont eu les députés dans la 4e République, ils ont refusé de siéger. Aujourd'hui, ils reviennent dans la 5e République pour demander encore un suffrage par rapport à l'élection locale. Vous voyez, donc, s'il y avait tout ça, on avait essayé d'expliquer tout ça aux populations, on n'aura pas de problème parce que moi, j'ai peur. J'ai peur pour ceux qui vont aller à ces élections que les populations ne sortent pas pour voter. Ça la peur réside à ce niveau. Connaissant les Togolais, j'ai peur que quand on va lancer aujourd'hui cette campagne et qu'on va organiser ces élections, qu'on ne puisse pas avoir les gens pour aller voter. Non mais, président, je pense que... Non, Eric, je pense que... les gars, on va parler de la dette. Non, oui, mais vous avez vu comment la division des listes a été faite aussi, non? Oui. Non, mais ça dit que je crains beaucoup pour ces élections. Voilà, moi je crains beaucoup pour ces élections, et surtout côté de l'opposition. Quand j'ai vu ce qui s'est passé au niveau des élections sénatoriales, j'ai vu les résultats, et par rapport à ce qui se dessine devant nous, avec cette turbulence politique, je crains beaucoup. Mais bon, je pense que, on ne peut pas, comme le dit, on ne peut pas refuser un parti politique d'y participer. Il faut participer, mais
je pense que dès à présent, si les gens veulent aller dès à présent, il faut commencer par les campagnes. Et malheureusement, je pense que ce qui doit être fait aujourd'hui, c'est plus assez sur la 5e rubrique. On laisse le temps passe, et les 2 mois vont arriver vite. Après que, on va commencer par parler des élections locales. Nous sommes déjà les pré-campagnes doivent déjà commencer, mais malheureusement, vous avez constaté que les dimanches, on donne plus accès à la 5e rubrique qu'aux élections qui vont arriver. Bon, on verra bien. Merci beaucoup. Je voulais qu'on parle rapidement de la dette avant de rendre l'antenne. Vous savez, il y a une conférence initiée par l'Union africaine et le Togo qui s'est ouverte hier dans la capitale Lomé. Il faut restaurer et préserver la viabilité de la dette. C'est entre autres le thème donc, qui réunit les experts venus d'un peu partout du continent. Mais la question fondamentale aujourd'hui, Ambroise, je l'ai posée au début. À quoi sert ou doit servir la dette? Pour le développement ou pour la consommation? Il y a un expert qui a posé aussi la question hier clairement comme ça. Oui, d'abord, c'est une conférence qu'il faut saluer. Hein. Nous, on n'a pas été invités, mais il semble que votre nouveau président du Conseil a fait un bon discours. Pardon? Et le président du Conseil, ou le président du Conseil des ministres, ou le président du Conseil, ou le président du Conseil des ministres, ou le président du Conseil de la République, je ne sais pas finalement ce qu'on adopte. Et on va prendre ce qui est dans la Constitution togolaise. C'est le président du Conseil, tout simplement. Ok, il a fait un bon discours. Un discours vraiment qui est bien et qui est un discours engagé, hein, je crois, mais qui dans les faits ne se reflète pas sur le terrain. Vous savez, la question de la dette, nous on en a publié 3, on a publié une série de 3 documents concernant la dette, ses contours, ses ramifications. Dans le cadre d'un partenariat qu'on a avec la commission épiscopale justice et paix de l'église catholique du Togo. Et il se fait que la dette en soi n'est pas une mauvaise chose pour un pays. Et comme la dette n'est pas une mauvaise chose pour un pays, la dette devient quand même un rouleau compresseur pour tout État qui s'engage dedans dans le contexte africain. Puisque on a comme l'impression que la dette a été créée pour pouvoir mettre sous tutelle, toujours comme au temps de l'esclavage, au temps de la colonisation, les pays africains. Là où la dette est une bonne chose, c'est que ça permet de faire de grands investissements. Les routes, les hôpitaux, les écoles, même les chemins de fer, les grands projets agricoles pour pouvoir subvenir aux besoins des populations. La dette est faite pour résoudre ces problèmes-là. Mais dans notre pays, la dette est mal utilisée. Certains qui subissent les détournements, on parle des détournements de fonds, d'autres qui subissent des détournements de buts, d'autres encore qui subissent l'effet de la corruption. Et donc, c'est là où se trouve, c'est les deux paramètres auxquels nous renvoie la question de la dette en Afrique. Maintenant, la dette elle-même. La dette, il y a un service de la dette. Et la dette, les pays ont des partenaires, d'abord des partenaires bilatéraux. Le Togo peut prêter auprès de la Banque mondiale, auprès de FMI. La dette a aussi des volets multilatéraux. Le Togo peut en même temps prêter auprès de la BAD, auprès de la Banque islamique, auprès de la BIDC et en même temps auprès du FMI. Maintenant, si la dette est bien utilisée, ça devient une dette consommable et à bon escient pour chaque État et bon pour les populations. Parce que la finalité, c'est d'atteindre les populations en termes d'infrastructures et en termes de solutions à la question de la pauvreté. Maintenant, si cette dette tombe dans les mains des dictatures qui utilisent toujours la dette pour des faits inavoués, pour
des buts qui ne tombent jamais dans la main ou dans la bienséance, dans la bonne condition de vie des populations, c'est là où la question de la dette se pose. Parce que les pays occidentaux aussi sont des pays endettés. Hein. Ils sont immensément endettés. Sauf que là-bas, ils savent juguler la dette pour pouvoir relancer d'autres prêts et continuer par fonctionner. Le pays le plus endetté au monde, c'est les États-Unis. Si vous vérifiez, c'est le pays le plus endetté au monde. Mais il y a la réserve de la banque américaine qui vient toujours solutionner. Oui, comme on dit, on ne prête qu'aux riches. On ne prête qu'aux riches. On prête aussi l'argent aux pauvres, comme nos États. Alors que nos États ne sont pas des pays pauvres. Il y a des ressources minières. Il y a des ressources qui peuvent compenser la dette. Mais ici, on élargit l'assiette fiscale pour payer les dettes au détriment de la misère, au détriment des peuples qui sont dans la misère et dans la pauvreté. C'est ça la question de la dette en République africaine ou en République togolaise. D'accord, très bien. Et c'est pour ça d'ailleurs que les espèces se réunissent à Lomé pour pouvoir réfléchir sur la question, puisque le coût du prêt a drastiquement augmenté. D'ailleurs, le président du Conseil, Faure Gnassingbé, l'évoquait hier. Joseph Gada, pourquoi prêtons-nous de l'argent ou empruntons de l'argent? Pour le développement ou pour la consommation? C'est aussi un sujet essentiel aujourd'hui. La réponse est simple. Je vais plutôt la faire sortir du discours de Faure Gnassingbé hier, qui disait la dette, lorsqu'elle est maîtrisée et orientée vers des investissements productifs, est un levier de croissance. Je pense qu'il a déjà tout dit là-bas. Alors, est-ce que la dette est utile? Oui, la dette est utile parce que c'est un besoin économique que nous voulons combler en allant vers les créanciers. Alors, le besoin économique, ce que nous appelons aujourd'hui, par exemple, ces besoins sont liés à ce que nous appelons, par exemple, les projets essentiels et les projets non essentiels. Lorsqu'un pays va vers une institution pour les prêts, ce n'est pas gratuit, c'est par rapport à un projet donné. Et il revient maintenant au pays de bien structurer, de bien détailler son projet et le crédit lui serait accordé. Maintenant, il revient au pays de bien utiliser ce crédit pour réaliser son investissement productif. Oui, vous avez dit que la dette est utile. Je veux comprendre là que c'est un outil de développement pour le continent africain, puisque nous parlons du Togo. C'est utile. En fait, à quel moment elle est une menace pour notre développement, la dette? Oui, voilà. Donc, elle devient une menace lorsqu'elle n'est pas utilisée à bon échéant, lorsqu'elle n'est pas utilisée pour le projet pour lequel il a été destiné. Voilà. Et je pense que non seulement, hier j'étais dans une émission, je prenais les exemples terre à terre, que c'est comme si nous allons auprès de microfinances aujourd'hui pour aller faire des prêts. Mais il nous arrive des fois de constater que les gens viennent avec des projets. Le projet initial, même peut-être que c'est une valeur de 200 000 par exemple, mais ils viennent faire par exemple des frais de 500 000. Et ça arrive aussi dans nos pays, que des Africains, des États vont faire des prêts, par exemple de 5 milliards pour un projet spécifique, mais ils vont aller faire même des prêts jusqu'à 10 milliards. Les 5 milliards seront utilisés pour des projets que j'appelle par exemple aujourd'hui des projets essentiels, mais les 5 milliards ils sont gaspillés. Maintenant, si vous allez rembourser, vous n'allez pas rembourser seulement les 5 milliards, mais vous allez rembourser les 10 milliards plus les intérêts. Exactement. Voilà. Donc, hier, Faure Gnassingbé disait que les intérêts des dettes sont élevés plus que le crédit octroyé. Et l'Afrique a déboursé plus de 160 milliards de dollars pour le service de sa dette l'année passée. Vous voyez déjà que les Blancs savent que, arrivé à un certain moment, nous-mêmes, Africains... Allô? Oui, allez-y, nous vous écoutons. Oui, les Blancs savent qu'arrivé à un certain moment, que nous-mêmes, Africains, nous ne sommes pas sérieux.
nous n'arrivons pas à bien gérer nos structures et surtout le dernier public. Donc, puisque eux, ce sont que des commerçants, eux, ils vendent l'argent. Alors, mais dans des places que vous venez acheter de l'argent chez eux et que vous ne voulez pas payer, eux, ils savent que les intérêts vont augmenter. Et c'est pour cela que, arrivé à un certain moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour pouvoir continuer cette histoire de dette, ils ont mis sur pied l'aide publique au développement aussi, qui n'est que quelque chose qui n'est pas, en fait, n'est pas un don, mais un don caché aussi, comme des prêts. Donc, il revient maintenant à nous, les Africains. Qu'est-ce que nous voulons faire avec nos dettes? Si nous prenons les dettes, est-ce que les dettes vont réellement au projet bien structuré? Ou bien on prend les dettes pour pouvoir les gaspiller? Quelqu'un a parlé tout à l'heure de ces financements illicites. Nous-mêmes, n'oublions pas que lorsque nous prenons de l'argent et que nous créons des évasions fiscales, lorsque nous créons la fuite des capitaux, les mêmes fonds que nous allons chercher dans les banques internationales se retrouvent encore dans leurs banques sous forme des investissements de la part de nos chefs d'État et autres. Les Blancs savent tout, ou bien les gens savent tout. Donc, ils ont les renseignements, bien sûr. Mais Eric, dans chaque ministère de l'économie et des finances, il y a des représentants de la Banque mondiale qui est là-bas. Il y a le représentant du FMI qui est là-bas. Lorsque vous faites votre budget, tous les prêts que vous allez faire à l'extérieur ou autres là, ils sont au courant. Si vous voulez perdre, n'oubliez pas que même on fait des prêts pour payer d'autres prêts. Donc, je pense que ce qu'il y a lieu hier, ce qu'ils ont fait hier, ils se sont fait pour 3 jours, c'est de réfléchir pour trouver quelle alternative pour pouvoir aujourd'hui aller à une dette soutenue et pouvoir rembourser. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui a manqué hier dans tous les discours, c'est la transparence. La question de la transparence, malheureusement, on n'a pas le temps de l'évoquer à mentir aujourd'hui. Je vais l'évoquer demain avec les autres confrères. D'ailleurs, Joseph, le Togo, vous l'avez d'ailleurs écrit aussi sur votre site Horizon News.net que le Togo prévoit de mobiliser de près de 350 millions d'euros auprès des banques internationales. Jacques Diakouti, quand vous entendez des prêts par-ci, des prêts par-là, et que dans le concret pour les populations, est-ce que vous ne vous posez pas beaucoup de questions? Ou certaines questions? Oui, vous savez, Eric, hier, le président du PC disait que des fois des prêts constituent des menaces. Eric, même nous, en tant que citoyens lambda, quand vous allez vous montez votre dossier, vous voulez faire un prêt, Eric, c'est pas dans n'importe quel domaine vous allez investir et gagner. Vous ne pouvez pas aller, par exemple, dans une coopérative, vous ne pouvez pas aller dans une banque, par exemple, pour demander à ce qu'on vous fasse un prêt pour vous marier. Si vous le faites comme ça, vous allez fabriquer une usine des enfants et vous ne pourrez pas payer. Pour qu'on se dise la vérité. L'usine sera là seulement à fabriquer les enfants et également l'argent là, vous allez l'utiliser encore pour entretenir les enfants que vous mettez au monde et il faut reconnaître qu'en ce moment les intérêts grimpent. Et l'autre aspect aujourd'hui, quand on parle également de ces prêts au niveau international, Eric, il faut qu'on se mette également en tête qu'il y a des coupeurs de route. C'est-à-dire que quand vous faites ces prêts, il y en a qui sont quelque part qui vous diront que c'est eux qui ont monté le dossier et vous leur devez, vous êtes redevable quoi. De quand nous parlerons de 10%, de 15%, et ici et là. Mais il faut reconnaître que tout ça là... Excusez-moi, pour mieux comprendre, c'est-à-dire que dans le processus, n'est-ce pas, pour avoir des prêts, on parle bien sûr au niveau des États, il y a des courtiers, c'est comme ça qu'il faut les appeler, c'est pas trop, des gens... Oui, mais c'est les gens qui montent le dossier. Qui négocient, qui montent le dossier, qui négocient avec l'institution des banques internationales, et puis quand le prêt tombe... Ah, mais c'est ce qu'on appelle les coupeurs de route. C'est-à-dire que ça, il n'y a rien à faire. Vous êtes obligé également de leur donner parce qu'ils vous diront que c'est eux qui ont monté le dossier. Mais l'autre aspect de la chose même, hier, ce que le président du PC disait, c'est-à-dire que vous voyez aujourd'hui le changement au niveau de nos États.
Aujourd'hui, vous prenez l'argent, par exemple, pour construire les routes, construire les hôpitaux et tout ça. Mais il y a également d'autres aléas qui viennent également chambouler tout. Il y a l'aspect également aujourd'hui sécuritaire. Mais ce qui est important aujourd'hui, quand on vous fait un prêt pour un objectif donné, il faut vraiment le faire. Mais si vous détournez le prêt là pour faire autre chose, et que vous voyez que vous ne serez pas demain crédible en face de la banque qui vous fait le prêt. Et l'autre aspect également, comme je te disais tout à l'heure, le vrai problème aussi, il y a trop de corruption. Il n'y a pas effectivement une transparence dans la gestion effectivement de ces fonds que nous voyons, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'on vous fasse par exemple, tout le temps on apprend que certains pays font des levées de fonds de 22 milliards, 30 milliards de gauche à droite, mais à fond, on ne sait pas à quoi servent effectivement ces levées de fonds. Il faut une transparence dans la gestion effectivement de ces fonds. Je crois que avec cette conférence de l'Union africaine, il est important aujourd'hui que chaque pays détermine, lorsque l'argent, on leur remet l'argent, dans quel projet ils essaient d'investir et quels sont effectivement les fruits, quel bilan on fait après l'investissement dans ces projets. Il faut évaluer ces projets parce qu'on ne peut pas, Eric, dire qu'on fait un prêt pour construire une route et qu'on est là le lendemain, on revient encore, on dit qu'on fait un prêt pour construire la même route encore. Vous voyez que ça fait un surplus, ça fait un surpoids également de la masse et de la population que nous sommes. Parce que c'est nous qui payons au fait. C'est nous qui payons. Bien sûr. Bien sûr. Donc je crois qu'il faut une transparence dans la gestion. Oui, bien sûr. La question de la transparence, la corruption sur ce processus également, on pourra l'évoquer un peu plus tard, si vous voulez, monsieur. Mais puisqu'il est l'heure, il est 12h, 34 minutes ici, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Joseph Gada. Merci, Jacques Diakouti. Merci à Ambroise Ponjo. Merci à Francis Daé qui a assuré la réalisation et la mise en onde de Taxi, la gare routière de l'information. Ben, j'espère vous retrouver prochainement. On est d'accord? On est d'accord, d'accord. D'accord. À bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Bienvenue. Merci de rester.